Les chatbots nous parlent de plus en plus et on va voir pourquoi avec Jérémy Delru, directeur Europe du Sud de CM.com, qui est un spécialiste du commerce conversationnel et donc notamment des chatbots. C'est aussi par exemple la société que l'on retrouve derrière Amélie Bot de l'assurance maladie. Avec nous également Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile et évidemment notre chroniqueur dans Mobile Business toutes les semaines. On va vous retrouver jeudi d'ailleurs pour de nouvelles actualités. Mais d'abord, on va commencer donc à s'intéresser à ces chatbots et plutôt à définir ce qu'on entend par un chatbot. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion, Jérémy Delru? Ok. Peut-être qu'on va revenir tout simplement à la définition d'un chatbot. Le chatbot, c'est l'association d'une conversation, donc soit à travers une messagerie ou à travers une interface web, et d'un robot, donc ce qui donne le nom chatbot. Et voilà, donc c'est automatiser des réponses, robotiser des réponses finalement, qui sont envoyées ou reçues au travers d'une messagerie. Alors c'est intéressant que vous disiez automatiser, robotiser. Il y a différents types de chatbots. On le voit, ne serait-ce que sans soulever le capot, juste par notre expérience utilisateur. Il y a certains chatbots qui sont conçus de manière très automatisée. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des réponses préconçues et si on sort de ce champ, il ne comprend plus rien. Il y en a d'autres qui semblent un petit peu plus intelligents quand même. Exactement. C'est là, je pense que c'est le moment où ça bascule sur de l'intelligence artificielle. Donc on a... C'est peut-être un peu fort, non, de parler d'intelligence artificielle ? Non, pas du tout, parce que l'intelligence artificielle est là et fonctionne très bien. Donc elle est là pour justement répondre et adapter les réponses aux demandes qui sont reçues. Donc ce que vous définissez comme quelque chose de rigide, je pense que c'est un peu ce que vous pouviez retrouver sur un serveur vocal interactif avec taper 1, taper 2, taper 3. C'est ça, c'est qu'il y a une arborescence en fait. Exactement, déjà. Une arborescence avec un scénario prédéfini. C'est très efficace pour le premier contact entre le client et la marque, mais très vite, il faut soit mettre en place de l'intelligence artificielle, ou soit donner la main à un agent qui va répondre sur mesure à la demande, à la sollicitation. Donc là, s'il y a un agent qui intervient, on n'est plus dans le chatbot. Là, on est dans une relation... On n'est plus dans le chatbot, mais il faut savoir humain tout humain. Exactement, mais l'intervention humaine va servir à nourrir l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on se rend compte que 80% des questions posées par l'utilisateur tournent autour d'un sujet, pourquoi ne pas alimenter l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre de manière automatisée à ces mêmes questions. Mais pour bien comprendre, quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est-à-dire que le robot, il est programmé pour s'adapter à la conversation. On n'en est pas encore là. Alors en tout cas, c'est un très très vieux sujet, parce que ça fait à peu près 70 ans qu'on parle de cette notion d'intelligence artificielle et de robot conversationnel. Je crois que l'origine, on la doit à Alan Turing, qui est un des pères britanniques de l'informatique. Il y a un film, The Imitation Game, qui lui est consacré. On voit comment il avait... Avec le test Turing, oui. C'est ça, et il va effectivement parler d'une machine de Turing, donc une sorte d'ordinateur qui n'existait pas, un ordinateur imaginaire, qui serait tellement réaliste qu'il pourrait tromper son interlocuteur. Et donc ça fait 70 ans, effectivement, qu'on a ce fameux test de Turing pour essayer de tromper l'humain avec des machines. Et il y a eu beaucoup de faux départs. Mais ces dernières années, c'est vrai que la technologie a tellement progressé qu'on commence à arriver effectivement à des agents conversationnels, des robots conversationnels capables effectivement de s'approcher de la qualité d'une relation humaine. Mais finalement, ça, c'est vraiment le top, effectivement, en matière de... Après, l'objectif, c'est pas forcément de tromper, j'imagine. Non, justement, l'utilisateur, il faut qu'il soit bien conscient qu'il est face à un robot. Il y a effectivement toutes ces étapes intermédiaires qui sont tout simplement dans une logique servicielle de répondre aux gens. Comme disait Jérémy, un serveur vocal interactif, on n'a pas forcément besoin de choses très, très sophistiquées. Des choses très basiques rendent déjà service aux consommateurs. Quand vous parlez de la notion de duper, c'est vrai qu'avec un serveur vocal interactif, on a toujours en tête la voix du robot ou la voix artificielle qui nous parle. C'est-à-dire que l'oreille sait se rendre compte de ça, donc il n'y a pas de souffle dans la conversation. En revanche, avec la messagerie qui a explosé ces dernières années, avec WhatsApp, Messenger, avec le SMS, etc., je veux dire, il n'y a pas cette notion d'écoute. Ce qui fait qu'on peut, entre guillemets, duper l'utilisateur, en tout cas se rapprocher au maximum d'une conversation naturelle et dans ce cas, rendre efficace le dialogue. C'est pour ça que c'est important quand même d'être transparent. On ne va pas parler d'éthique ici, mais d'afficher le fait que cette boîte de dialogue est une boîte de dialogue avec un chatbot et non pas avec un humain. Alors, il y a donc d'un côté la brique intelligence artificielle dont on nous parle depuis très longtemps et qu'on voit évoluer très lentement. Bon, mais il y a aussi les chatbots qui ont connu quand même une envolée à un moment. On ne savait même plus les compter d'ailleurs sur Facebook Messenger.
Et puis ça s'est arrêté. Il y a clairement eu, il y a à peu près 5 ans, au printemps 2016, quand Facebook Messenger s'est transformé en plateforme, il y a eu le lancement de la Messenger plateforme, il y a eu un buzz incroyable, effectivement, autour des chatbots, et puis globalement autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication très enthousiaste sur l'IA, beaucoup de lancements de chatbots, et puis c'est vrai que la hype est un peu retombée, comme malheureusement ça arrive très souvent dans la technologie, et beaucoup des chatbots qui étaient très ambitieux n'ont peut-être effectivement pas atteint leurs objectifs, mais ça a permis quand même de tester pas mal de nouveaux concepts, beaucoup de marques de déployer des choses très intéressantes. On peut penser à la RATP, on peut penser à la SNCF, et certains de ces chatbots sont quand même massivement utilisés. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas les volumétries qu'on attendait. On peut aussi pointer le fait que Facebook a finalement pas beaucoup mis en avant ces chatbots. Il n'y a pas un bot store comme il y a un app store, donc il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de découvrabilité. C'est même l'inverse, c'est-à-dire que Facebook a décidé du jour au lendemain de ne plus mettre en avant les chatbots sur Messenger. Disons qu'il y a eu Il y a même eu une opération de Clevy, qui est une autre entreprise spécialisée dans les chatbots, qui s'est intitulée Save Your Chatbot, pour proposer aux entreprises de récupérer leur outil. C'est vrai que Facebook a donné la priorité à une refonte de Messenger, à l'interopérabilité avec les autres messageries, et on sent que toutes ces fonctionnalités avancées, qui n'avaient peut-être pas rencontré le succès escompté à l'époque, ont été mises un petit peu en sourdine pour quelques années. Mais la courbe du hype, vous savez, ça monte très vite, ça redescend, puis ça a fini par remonter. Et alors là, on a lentement. le sentiment qu'on est en train de remonter, justement. Je pense également, oui. Oui, et puis on s'est poussé vraiment par l'utilisation des messageries. Je veux dire, c'est WhatsApp, c'est Instagram, Messenger, c'est plus une messagerie pour les ados. Les marques doivent aujourd'hui composer avec ces messageries-là, et on est vraiment dans une utilisation un peu hyperactive des utilisateurs de ces messageries. Donc il faut bien répondre aux sollicitations, et un des moyens d'y répondre de manière efficace, c'est de mettre en place un chatbot. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les conditions générales de WhatsApp ou même de e-message de Apple ou d'autres, systématiquement, on a l'obligation de pouvoir rendre la main à un agent humain. Et c'est ce qu'on fait aussi chez CM, c'est que le chatbot est juste là pour en première ligne. Alors, avant de parler des bonnes pratiques, peut-être parler des usages pertinents. Parce qu'on dit que les entreprises doivent être sur les plateformes de messaging. OK, mais pour faire quoi? Quels sont les usages les plus pertinents aujourd'hui pour les entreprises avec un chatbot? Alors, on dit ça, oui, encore faut-il que ce soit pertinent pour l'entreprise. Ce n'est pas une fin en soi que d'être sur la messagerie. Alors, qu'est-ce qui est pertinent pour une entreprise? Une entreprise, c'est de faire du business, c'est de répondre aux questions, aux sollicitations. On ne fait pas du business directement avec un chatbot? On fait du business directement avec un chatbot. Aujourd'hui, vous pouvez gérer une insatisfaction d'un client à travers un chatbot. Oui, du SAV. Du SAV, ou même, je veux avoir une information sur tel produit, je veux l'information tout de suite. Si je ne l'ai pas tout de suite sur votre site, j'irai la chercher sur un autre. Donc, il faut pouvoir répondre de manière efficace et immédiate à la question, à la demande, en tout cas. C'est vrai que le premier usage, c'est du support client. Et là, on est dans la continuité de ce qui se faisait avec le support téléphonique ou le support email. Et quelque part, on a la jonction, on a l'instantanéité d'une communication téléphonique et le confort d'une communication écrite. Et puis, Jérémy le disait, la grosse explosion des dernières années, c'est ces messageries instantanées écrites qui, aujourd'hui, font jeu égal avec l'email. J'ai un chiffre, j'ai en tête une statistique Médiamétrie. Il y a aujourd'hui, chaque jour, 27 millions de Français qui utilisent l'email, mais il y en a aussi 27 millions qui utilisent ces messageries instantanées. Elles ont plus que doublé ces 2 dernières années, et la pandémie a encore accéléré. Donc il y a véritablement un usage absolument massif de ces messageries écrites, des messageries sur mobile. On retrouve aussi des messageries sur site web. Effectivement, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont pris pour habitude d'avoir cette communication écrite instantanée avec une marque. Alors ça peut être du support client, et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est de l'aide à la vente. C'est je consulte un site web, je consulte une application, je me pose des questions, je les trouve pas forcément tout de suite, mais j'ai une petite bulle qui va me proposer de m'accompagner pour qualifier ma demande, répondre à des questions. Et ce que l'on attend quelque part de ce chatbot, c'est qu'il améliore les taux de conversion qui sont réputés assez faibles, notamment sur mobile. Donc il y a une vraie volonté aussi de transformer le chatbot en outil d'aide à la vente. Donc c'est sur le parcours d'achat en fait qu'il est pertinent aujourd'hui d'installer des chatbots? Exactement. Puis peu importe, je veux dire pour l'utilisateur, s'il est en relation avec un chatbot ou pas, l'objectif c'est vraiment de pouvoir répondre à 100% à sa demande. C'est ce qu'il recherche. Ce qui pouvait être agaçant pour lui, sur des communications au travers un serveur vocal, c'est de ne pas avoir la réponse attendue et d'avoir à taper, à jouer sur un clavier. Là, je veux dire, si aujourd'hui on arrive à proposer une réponse suffisamment adaptée ou complètement adaptée à la demande, que ce soit un chatbot ou un humain derrière, j'ai envie de dire. Par exemple, une prise de
Oui, mais par exemple, une prise de rendez-vous, parfois c'est fastidieux quand il faut attendre au téléphone plusieurs minutes que quelqu'un daigne nous répondre, alors qu'on est prêt quelquefois à dépenser de l'argent. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et aujourd'hui, parmi les principaux irritants dans l'univers commerce, il y a cette notion d'attente et le chatbot répond à ça. Aujourd'hui, il y a des statistiques. Sur mobile, ça fonctionne bien aussi, parce que avant qu'on aille un petit peu plus loin sur l'expérience utilisateur. Ah oui, mais sur mobile, vous avez les live chats, ce qui sont les petites fenêtres que vous avez sur les sites internet qui sont mobile first, donc aucun souci. Puis surtout, vous avez WhatsApp qui est là. Vous pouvez converser avec la marque au travers WhatsApp. Et derrière, on va davantage vers un usage vocal peut-être sur mobile. Non, je pense pas. Je pense que l'usage vocal, c'est assez. Pour écouter, c'est très simple de parler avec Alexa ou d'autres. En revanche, lorsqu'il s'agit de converser, d'avoir une réponse en retour, c'est là où c'est délicat pour moi. C'est très compliqué parce qu'on sait qu'on a affaire à un robot. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de tout ça. Donc ça, c'est peut-être pas ça rassure forcément pas, un problème. C'est pas un Ça ne crée pas problème, de mais confiance, c'est ça non, ça crée pas de. Puis encore une fois, je pense que la personne, ce qu'elle aime bien, c'est de voir qu'elle est en train de taper un message et que l'avantage avec un WhatsApp, c'est qu'on voit lorsque la personne est en train de répondre, la personne est en train d'écrire, c'est écrit en haut de l'application. Oui. Donc il y a vraiment quelque chose On peut d'instantané. patienter, c'est vrai. Exactement. C'est vrai que le voice bot introduit une complexité supplémentaire, que Ouais. le text to speech ou le speech to text dans l'autre sens, et ça nécessite effectivement des briques de natural language understanding, natural language processing. Hein. C'est souvent ces briques-là qu'on désigne comme des briques d'intelligence artificielle. Et effectivement, ça va plutôt vers des voice bots un peu plus compliqués. Néanmoins, il y a une étude de La Poste là, qui estime qu'il y a 20 millions de Français aujourd'hui qui utilisent maintenant de la commande vocale ou des assistants vocaux. Il y a 3 millions de foyers qui sont équipés d'un assistant domestique, un type OK Google, Amazon, Alexa. Donc il y a quand même une part significative de la population aujourd'hui qui a pris l'habitude de passer de la commande vocale à un objet en attendant une réponse. Et moi, je vois la montée en puissance des objets connectés. Je vois que vous avez une Apple Watch au poignet, vous avez peut-être des AirPods. Enfin, il y a tout un tas d'objets connectés qui se multiplient aujourd'hui dans notre écosystème. On attend 30 milliards d'objets connectés d'ici 2-3 ans, contre à peu près 8 à 10 milliards de smartphones et d'ordinateurs. Donc il y aura beaucoup d'objets connectés et je pense sincèrement que l'interface naturelle pour dialoguer avec ces objets connectés, ça sera la voix et ça sera D'autant pratique. plus sur mobile, non? Sur quand mobile, même, l'interface clavier est limitée. dans sa voiture, Ouais. dans sa cuisine, dans tout un tas de contextes où effectivement on n'aura pas forcément les mains libres et on appréciera la voix. Mais ça sera quand même des usages avancés, des chatbots un peu sophistiqués. Aujourd'hui, effectivement, la priorité, c'est des choses très basiques qui reposent sur l'écrit parce que c'est ça qui explose avec ou sans machine, hein, ça c'est certain. Alors, j'évoquais Amélie Bot. Oui. Donc, ça fait 1 an que vous avez lancé ce chatbot avec l'assurance maladie. Ça Exactement. m'intéressait d'avoir un retour d'expérience. Le retour est plutôt hyper positif. Donc, on a lancé ça pendant la pandémie, pendant la première vague. Et naturellement, la plupart des Français qui étaient en arrêt maladie pour cause de il n'y avait plus d'emploi, ont très vite voulu savoir comment ils allaient être remboursés, comment c'était pris en charge. Donc il y a eu un afflux de demandes et il a bien fallu les traiter. Donc on parle de millions de requêtes qui ont été traitées par le bot dès les premiers mois. Moi, j'ai vu 1 million d'interactions par mois. Exactement, c'est plutôt énorme. Parce que tout simplement, le bot était fait de la manière qui réponde complètement aux questions des personnes. Et quand on appelle... Est-ce que ça s'est substitué à l'outil messagerie qu'on trouve aussi sur le site d'Amélie? Oui, ça s'est substitué à l'outil messagerie. L'objectif, c'était aussi de se substituer aux mails et aux appels vocaux. Et donc, ils ont vu qu'il y avait une forte baisse de ces canaux au profit du chatbot. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que le bot apprend en permanence. Donc, toutes les questions qui ne sont pas traitables dans le bot vont permettre d'alimenter une base de données sur laquelle on va apporter de nouvelles réponses et enrichir le bot. Donc, c'est vraiment un travail continu d'alimentation de ce bot, ce qui fait qu'il est de plus en plus efficace. On a d'autres exemples de chatbots réussis, Jérôme? Récemment, il y a eu un chatbot sur le Covid, par exemple, qui a été lancé pour effectivement répondre aux questions des gens. Parcoursup, qui est aussi un gros sujet en ce moment pour beaucoup d'étudiants, qui a maintenant son chatbot. Et puis j'évoquais aussi les chatbots de la SNCF ou de la RATP qui permettent effectivement de répondre aux questions. Mais c'est vrai que l'exemple de l'assurance maladie est intéressant parce qu'effectivement, on a une organisation qui peut être publique, qui est privée, qui est souvent débordée par les demandes. Et c'est clair qu'avec le Covid, il
il y a eu une explosion des demandes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient légitimement anxieux, inquiets, ils voulaient des explications. Et c'est des chiffres qu'on retrouve partout dans l'univers de l'emailing. Je crois qu'il y a eu plus 10% de volumétrie et d'emails l'année dernière. Je crois aussi pareil dans le SMS de service. Donc il y a eu globalement, je pense, l'univers du CRM a été débordé l'année dernière par une hausse très forte de son activité. Et il faut de nouveaux outils. Je crois que le téléphone et les serveurs vocaux, ça suffit plus. L'email, ça suffit plus. Et beaucoup d'organisations réfléchissent à une autre solution qui peut être à la fois efficace d'un point de vue informatique, rapide pour le client. Et le bot, contrairement à une idée reçue, il n'est pas forcément là pour remplacer des agents, mais il est plutôt là pour absorber ce volume, qualifier les demandes, répondre quelque part aux questions les plus basiques qu'on retrouvait sans doute déjà dans une foire aux questions, et après éventuellement renvoyer les cas les plus compliqués vers des agents humains pour un traitement et un accompagnement sur mesure. Alors ça veut dire que ça pose aussi la question de qui s'occupe de ce chatbot dans l'entreprise. Ça peut être le responsable digital, le responsable CRM, le responsable du support Parce qu'on ne le laisse technique. pas comme ça évoluer tout seul. Non, on ne laisse pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de faire un peu de gouvernance dans l'entreprise et de mettre des services qui ne travaillent pas ensemble autour de la table sur un projet commun. On voit sur l'assurance maladie, vous avez en effet la responsable du centre d'appel qui va venir alimenter avec les questions qu'elle peut recevoir, mais il y a aussi la DSI, bien évidemment, il y a aussi le digital, puisque ça touche au site web. Donc toutes les personnes sont plutôt concernées par le... Il faut pas besoin d'avoir une maîtrise technologique quand on passe par un prestataire externe, j'imagine. Absolument pas. En revanche, vous avez fait des rachats, des acquisitions spécifiques dans les technos de chatbot. Pourquoi c'est nécessaire C'est compliqué aujourd'hui de faire un bon chatbot d'un point de vue technologique. Je veux dire, on ne va pas repartir de zéro. Donc là, il y a cette entreprise qui est CX Company qu'on a rachetée, qui était très bien positionnée sur le chatbot et également l'intelligence artificielle. Et justement, c'est une société hollandaise, puisque CM est hollandais, et qui reste très pragmatique. Donc on pourrait, comme vous l'avez signalé il y a 5 ans sur Facebook, il y avait... pléthore de chatbots. Nous, on reste très pragmatique, très les pieds sur terre. Donc, le chatbot est là uniquement si ça sert l'entreprise, si ça sert le client final. On ne va pas s'amuser à développer des chatbots parce qu'il en faut un, absolument. Donc, voilà. Et c'est plutôt hyper simple à mettre en place, puisqu'encore une fois, il suffit d'écouter les demandes qui arrivent sur les centres d'appel ou les demandes qui arrivent par email et les automatiser au maximum au travers le chatbot. Mais du côté, moi ce qui m'intéressait, c'est du côté coulisses, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, visiblement. Ça, c'est notre métier. Mais Oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est votre métier. Disons qu'effectivement, il y a la plomberie, il y a les outils informatiques à brancher. Effectivement, c'est quoi? C'est le machine learning qui est compliqué? C'est d'avoir suffisamment de data ça va être, je pense, toutes les briques, tout l'apprentissage, effectivement, quand on va se baser sur un corpus de questions, de trouver les questions les plus fréquentes posées par les consommateurs. Ensuite, effectivement, apprendre au chatbot à reconnaître certaines expressions, parce que les gens, s'il y a une saisie libre d'un texte, il peut y avoir des erreurs de saisie. Donc, il va falloir effectivement apprendre à la machine à identifier tous ces mots-clés. Et il y a toute une période d'accompagnement qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, effectivement, pour qu'une organisation, publique ou privée, rende son chatbot vraiment efficace. Et en général, on a des indicateurs qualitatifs pour voir si les gens sont satisfaits ou pas de leur conversation, qui ont tendance à monter dans le temps, puisqu'on va effectivement ajuster, le chatbot affiner. se spécialise. Voilà, et puis il faut apprendre. Je me souviens, j'avais entendu quelqu'un de la RATP, de la SNCF, expliquer que parfois il y a des petits villages avec des noms pas faciles à prononcer, je ne sais pas, Trifouilly-les-Oies ou je ne sais quel nom, qu'il va falloir apprendre à la machine pour qu'elle les reconnaisse. Et même des grosses plateformes américaines, des GAFA, les chatbots d'un Google ou d'Amazon, ne reconnaissent pas forcément ces mots-clés. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement et d'apprentissage qui est évidemment très important pour que ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Donc ces chatbots, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ils n'ont pas fini de nous parler. Merci Jérémy Delru, directeur Europe du Sud de CM.com, et Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Juste après la pause, on reparle, je vous l'ai dit, de cybersécurité. On va voir pourquoi c'est une affaire culturelle.